Non. Ok, je vais voir si nous sommes en direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Ce soir, nous sommes bientôt l'été et ce soir, on va parler de voyage avec un spécialiste de voyage sacré, Philippe Weber. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, mais avant ça, je vais voir que ça marche, que nous sommes en direct. Désolée, je ne vais pas préparer la page. Comme à chaque fois, si vous êtes là, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous écoutez, si tout va bien. Ouais, ça va. Il y a déjà, les gens commencent à arriver. Il y a déjà 20 personnes qui sont connectées et après, ça va continuer à grandir. Alors, Philippe, est-ce que tu peux te présenter déjà pour que les gens sachent qui tu es? Voilà, oui, Anna, je vais me présenter. Je fais pas mal d'activités, mais généralement, j'ai envie de dire que je suis un éveilleur de conscience. J'ai écrit des livres, je fais des conférences, des consultations, beaucoup de voyages. J'ai eu la chance de faire pas mal de tours du monde, hein, de l'Inde jusqu'à Hawaï. J'ai pas mal circulé et aujourd'hui, je suis partenaire avec une agence de voyage qui m'ouvre les portes sur les lieux sacrés. Et c'est intéressant parce que cette agence, c'est Oasis Voyage. Quand c'est possible, c'est pas toujours possible selon les pays, on réserve des sites en privé où on est totalement seul. Alors généralement, c'est avant l'arrivée des touristes. Alors ça peut être 5 heures ou 6 heures du matin. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur parce que le thème retenu avec Anna, c'est la puissance des lieux sacrés. Et ces lieux sacrés, justement, j'ai la chance de les expérimenter par moment à 4 heures, 5 heures ou 6 heures du matin. Voilà. Alors, Philippe, qu'est-ce que c'est un lieu sacré? Est-ce que tous les lieux peuvent être sacrés ou il y a vraiment des endroits spécifiques dans la planète qui sont plus sacrés que d'autres? Voilà. Il y a des lieux qui sont sacrés naturellement par la nature, par la terre-mère, et il y a des lieux qu'on peut sacraliser. Par exemple, chez moi, je suis dans un lotissement quelconque, j'ai un petit terrain, j'ai implanté un menhir. Alors, je ne l'ai pas fait moi, mais avec une femme géobiologue, et j'ai monté l'énergie du lieu de manière très, très élevée. Voilà. Donc, j'ai sacralisé mon lieu avec des techniques particulières. Maintenant, les anciens, ils avaient ces pratiques-là. Ils arrivaient rien qu'avec les mains à sentir l'énergie de la terre, les courants telluriques, etc. Et ils retenaient ces lieux sacrés pour faire des cérémonies, des rituels, des lieux de guérison. C'était important pour eux, la guérison. Alors, tous ces anciens avaient mis ça en pratique. Nous, on l'a un peu perdu. On s'est raccroché à des outils comme le pendule et autres. Et en fait, on peut tout faire avec les mains. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ces lieux. Alors, bien sûr, des grands lieux mythiques en Égypte, la Grande Pyramide, Machu Picchu, mais il y a des petits lieux aussi qui sont très, très intéressants. Et en fait, en ce moment, et c'est pour ça que j'accompagne aussi mes groupes, on redécouvre ces lieux pour les réactiver, on en parlera après, comment on peut faire, et puis en bénéficier. C'est un peu ça, un lieu sacré. Oui, parce qu'en fait, c'est des lieux où il y a une énergie particulière, très puissante. C'est normalement parfois le croisement de deux lignes telluriques ou plusieurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Pourquoi ils sont sacrés? Voilà, pourquoi ils sont sacrés. Et je vais aussi donner des exemples parce que c'est important de s'appuyer sur des lieux. Alors, je ne connais pas le monde entier, mais il y a des lieux quand même que j'ai pratiqués pendant plusieurs années. En France, on a Brocéliande, la faute Brocéliande qui est assez connue, avec la fontaine de Barenton que j'aime beaucoup, qui est encore très préservée dans la forêt. Donc, c'est une fontaine où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est vraiment un lieu de baptême. Donc, quand j'allais là-bas, j'y allais donc au lever du soleil à 6-7 heures du matin pour faire un rituel lié au baptême. Et c'est vrai que c'était très intéressant par rapport à l'eau. Alors après, en France, vous connaissez un peu Bugarache, puisqu'on a fait beaucoup de publicité là-dessus avec la montagne de Bugarache. Dans la forêt, au pied de Bugarache, il y a une pierre de guérison, alors totalement inconnue des touristes, hein, parce qu'on passe à côté. Moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter avec des géobiologues. En fait, ce qui s'est passé sur cette pierre, qui avait à peu près 1,50 m de hauteur dans la forêt, les anciens avaient déplacé le rayon or et le rayon argent. C'est-à-dire qu'avec des techniques particulières, on peut déplacer les rayons.
Ça, c'est en Les résonance. rayons, c'est les lignes telluriques Voilà, qui les lignes traversent la telluriques, Terre. voilà, qui résonnent. Naturellement, Voilà, la Terre. naturellement. Dans la Terre, il y a des métaux. Il y a l'or, l'argent, le palladium, etc. Et cette énergie est en résonance avec ces métaux. Quand on dit rayon or, c'est un rayon qui résonne avec l'or de la Terre. Ces rayons quadrillent la Terre et on peut les déplacer un petit peu. Et il se trouve qu'on a vu que les gens l'avaient déplacé pour croisement sur la pierre. Et à ce moment-là, l'énergie de la pierre augmente et ça devient une véritable pierre de guérison. Alors ça, je vais tester, pas moi directement, mais avec des géobiologues, et c'était très intéressant. Et les touristes, ils passent à côté, ils ne voient rien. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. La grande pyramide, bah, tout le monde connaît, bien sûr, il y a la géométrie sacrée. Il y a des aliments par rapport donc, à des étoiles, Sirius et Orion. Et donc, on peut faire des cérémonies justement dans ce lieu rituel, parce que ça n'a jamais été un tombeau, la grande pyramide. C'est un lieu de rituel qu'on est en train de redécouvrir. Alors, je balaye, je fais un peu le tour du monde rapidement. Au Mexique, je connais très bien les terres mayas. Il y a la pyramide de Chichén Itzá, qui est très intéressante. Autour de cette pyramide, il y a des cénotes. Les cénotes, c'est des trous qu'il y a dans le calcaire. Et il y a des rivières souterraines. Donc, il y en a un à gauche et à droite. Et en fait, il y a une rivière souterraine qui passe sous la pyramide de Chichén Itzá. Et il y a toujours un lien énergétique entre l'eau et le ciel. Et le ciel est relié par la pyramide. Parce que la fonction triangulaire de la pyramide, c'est une reliance vers le ciel. Et souvent, il y a l'eau qui est en dessous. Je reviens sur Gizeh, en Égypte. Sous le plateau de Gizeh, il y a des canaux d'eau. Les gens ne savent pas. Ça a été découvert par les archéologues, mais bon, on n'en parle pas, c'est un sujet un petit peu tabou. Donc au Mexique, c'est pareil, il y a de l'eau. Il y a une reliance entre l'eau et le ciel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le 21 mars, donc lorsque le soleil se couche, il y a la projection des rayons du soleil sur l'escalier et on voit un serpent qui descend. Alors c'est un phénomène très intéressant puisqu'il est maintenant connu. Et en fait, les anciens, ils avaient bâti la pyramide de façon à voir ce serpent le 21 mars. Donc il y avait vraiment des connaissances poussées pour construire cette pyramide. Il y a 20 ans, il y avait 100 personnes qui regardaient le phénomène. Aujourd'hui, le 21 mars, il y a 50 000 personnes. 50 000 personnes. Et on voit un serpent. On voit. Bien sûr, il faut qu'il y ait du soleil. S'il y a des nuages, on ne voit rien. Mais si le soleil est là, on le voit. Et en fait, on voit l'escalier qui ondule et comme ça. Parce qu'il y a un serpent qui descend par l'escalier aussi. En fait, c'est l'ombre, oui. Dans la pierre, il y a un serpent qui est gravé dans la pierre. Ouais. Après, l'ombre, c'est l'ombre projetée de l'arête qui arrive sur l'escalier. Et du coup, on voit l'ombre du serpent sur l'escalier. Donc, il y a deux serpents. Il y a le serpent construit en pierre et il y a le serpent fait de l'ombre. Voilà. Et ça, c'est un phénomène assez incroyable. Donc, ça veut dire que c'est un lieu sacré et que les anciens maîtrisaient ça complètement. Je continue sur le Pérou, Machu Picchu, que je connais bien, j'ai été plusieurs fois. Le Machu Picchu est dans les Andes et au pied, il y a une rivière qui serpente, un torrent de montagne, et ça fait un serpent. On va retrouver l'énergie du serpent et de l'eau également. Et la puissance du Machu Picchu est dédiée par 3 sommets. La construction Machu Picchu, et en fait, il y a un premier sommet qui s'appelle Huayna Picchu, et puis 2 autres en triangle. Et en fait, toute la force du Machu Picchu est générée par ces 3 sommets. Donc, il y a une alliance entre 3 pyramides, quelque part, faites par des sommets de montagne, et la rivière. C'est pour ça que ce lieu est très important en énergie. Il y a des animaux totems qui ont été représentés sur le Machu Picchu. J'ai eu la chance d'y aller avec un guide qui connaissait tout ça par cœur. Il y a par exemple un crocodile qui est représenté sur le lieu du Machu Picchu, avec un angle de vue particulier, on le voit très bien. Et lorsqu'on monte sur le Huayna Picchu, lorsqu'on prend une photo d'avion, enfin d'en haut, on voit un condor. Et toute la structure du Machu Picchu est basée sur le condor qui a les ailes déployées. C'est-à-dire que la signification pour les anciens voulait dire qu'à partir de là, on pouvait justement voyager sur d'autres espaces-temps grâce au condor. Donc il faut décoder tout cela. Il y a aussi au centre du Machu Picchu une pierre astronomique où on va retrouver les rayons or-argent, comme par hasard, donc des croisements très particuliers. Tout ça pour dire que ce lieu est sacré parce qu'il y a tout ça autour. Et les anciens donc faisaient des pratiques à partir de là. C'est-à-dire que les anciens, c'est pas comme aujourd'hui, il y avait un terrain vague, et on va et on met un truc là. Ils avaient il y avait une intention derrière. Il y avait une intention.
derrière chaque monument. Là, les anciens, lorsqu'ils arrivaient sur un lieu, ils sentaient l'énergie. Ensuite, ils amplifiaient l'énergie à travers des constructions. Ça peut être une pyramide, ça peut être une structure, ça peut être un immeuble totem, etc. Et ensuite, ils faisaient des cérémonies. Une fois que l'énergie du lieu monte, on peut faire des cérémonies, on peut faire des guérisons. Parce que le but aussi, pour les anciens, c'était de se guérir par l'énergie. Aujourd'hui, on retrouve avec la médecine quantique, etc., mais tout est énergie. Et je vais terminer avec Hawaï, que je connais bien aussi, j'y ai été 8 fois. Il y a le volcan Haleakala, qui est un très grand volcan, qui fait à peu près, le diamètre doit être 7 à 8 km, donc c'est énorme. Et ce volcan est relié au lac Titicaca au Pérou. Et c'est très intéressant parce que pendant 3 ans, j'ai fait l'aller-retour entre le Pérou et Hawaï. Et en fait, à Hawaï, c'est la montagne dans la mer, et au lac Titicaca, c'est la mer dans la montagne. Voyez, c'est comme s'il y avait une inversion énergétique entre les deux pays. Et j'ai fait des liens à travers l'énergie de l'eau entre Hawaï et le lac Titicaca, accompagné par des anciens. Donc, une fois qu'on a ça en conscience, on peut faire des cérémonies justement pour relier des lieux entre eux. Alors, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur relier les pyramides, mais on peut relier aussi des lieux ou relier des vortex. Donc, tout ça, voilà, c'est quelques exemples sur des lieux sacrés qui existent sur notre planète. Merci Philippe, c'est super intéressant. Je vais continuer à te poser des questions, mais aux personnes qui sont en ligne, il y a déjà presque 70 personnes qui sont connectées. Est-ce que vous pouvez nous aider en cliquant avec sur j'aime ou sur j'adore pour que j'ai un trou, excusez-moi, pour que cette live puisse être vue par beaucoup plus de personnes. C'est un sujet passionnant et je suis sûre que ça va intéresser plein de monde. Donc, aidez-nous à faire cette diffusion beaucoup plus massive en cliquant sur j'aime ou sur j'adore. Alors, Philippe, est-ce que, parce qu'il y a déjà une question qui demande, est-ce que tu peux parler d'autres lieux sacrés en France? Et aussi, une question, mais ça c'est moi, beaucoup de ces lieux sacrés ont été changés c'était des lieux païens, comment on dit, païens, et la religion les a récupérés aussi. Oui, alors je ne connais pas toute la France parce qu'il y a beaucoup de lieux sacrés en France. Je vais parler de ceux que je connais, et puis je fais des parcours initiatiques là en France. Donc, il y a 4 lieux que j'ai retenus. Le premier, c'est les terres cathares dans les Pyrénées. Alors, vous savez qu'il y a les châteaux cathares voilà, qui se visitent. Je me suis attaché donc. Le Languedoc, non? Oui, c'est ça, dans le sud de la France, c'est sur la chaîne des Pyrénées, entre Perpignan et Foix. Donc, Montségur, je connais bien. Alors, bien sûr, les cathares avaient repéré les lieux pour l'énergie des lieux. Alors, bien sûr, stratégiquement, c'est au sommet d'un pic, mais en plus, il y avait une énergie qui était là. Donc, ils ont fait des rituels, ils ont fait des choses merveilleuses. Après, il y a eu le massacre des Cathares, on connaît l'histoire. Et à Montségur, ça a été terrible, ils ont terminé sur le bûcher. Donc, il y a une énergie qui est lourde à travers les mémoires. Maintenant, il faut transcender ça pour aller au-delà et retrouver, je dirais, le sens du catharisme de l'époque. Et puis, il y a des gens qui disent… Excuse-moi, Philippe, c'est-à-dire les pierres gardent aussi la mémoire de ce qui s'est passé. Oui, mais on peut faire un travail de guérison, nous. Alors, tu dois connaître en thérapie la pratique d'Ho'oponopono. Donc, moi, je fais ce genre de pratique sur les lieux pour guérir le lieu, guérir les âmes qui sont encore là, parce qu'il peut y avoir des âmes errantes, hein, ça arrive. Et du coup, on fait un travail de guérison pour le lieu, pour les âmes errantes et pour nous-mêmes, parce qu'on a des mémoires aussi par rapport à ça. Donc, en fait, j'accompagne les groupes pour rentrer dans cette conscience-là. Alors, ça, c'est les terres cathares. Ensuite, le Mont Saint-Michel, je suis un des rares à faire la traversée de la baie de nuit à 3 heures du matin, donc bien sûr avec un guide assermenté. Et c'est très intéressant parce qu'on rentre dans l'énergie de l'archange Saint-Michel. Et là, je le fais de jour et de nuit. Et du coup, on voit toute la puissance de l'archange à travers ses enseignements. Et du coup, je fais la visite de l'abbaye avec bien sûr ses cryptes sacrées. L'abbaye, c'est un lieu, je dirais, alchimique. Donc, on essaie de décoder en alchimie le parcours. Hein. Bon, Patrick Burenchenas a beaucoup travaillé là-dessus et voilà, je suis un peu ce qu'il enseigne par rapport à ça. Et un autre lieu
que je connais, donc c'est Brocéliande, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis un dernier, c'est Rocamadour. Rocamadour qui est assez interpellant, il y a une Vierge noire, et donc cette Vierge noire, elle demande à être découverte. Et autour, il y a le chemin de Saint-Jacques, avant et après. Et du coup, je fais un petit pèlerinage autour de Rocamadour. Voilà. Il y a notamment un menhir qui est là et qu'on expérimente. Donc voilà les quelques lieux qu'il y a. Maintenant, par rapport aux énergies mariales, par rapport aux apparitions de Marie, l'Église a retenu Lourdes. Donc Lourdes parce que c'est dans un cadre religieux et puis pour promouvoir le lieu. Il y a eu quelques miracles, effectivement, mais je tiens à préciser qu'il y a d'autres lieux dans les Pyrénées où il y a eu des apparitions mariales avec des guérisons miraculeuses aussi. Donc tout ça pour dire que Marie est présente sur de nombreux lieux en France. Malheureusement, l'Église a retenu que Lourdes pour des raisons médiatiques et puis pour faire, pour développer la religion. Mais est-ce que ces lieux sont sacrés? C'est-à-dire, par exemple, Lourdes, il est sacré parce qu'il y a des lignes telluriques très, très fortes dans cet endroit. Oui. Et après, la religion va dire que c'est parce qu'il y a je ne sais pas quoi, ou c'est pour une autre raison. Oui, souvent, les lieux sont récupérés soit par la religion, soit par les militaires. Les militaires connaissent très bien les lieux, et les intéressent aussi. Et souvent, lorsqu'il y a un campement militaire, ils s'installent là où il y a déjà de l'énergie. Voilà, ça aussi. Et ils font ça pourquoi? Pour faire des expérimentations énergétiques. Ah oui, parce qu'ils font des expérimentations énergétiques. Oui, ils sont venus à Bugarache, il faut le savoir. Bon, là, c'est un peu secret, parce que ça s'est su par les habitants du village. Mais ils ont fait des opérations énergétiques de type rencontre du troisième type à Bugarache, et c'était les militaires. D'accord, donc ils ne sont pas si déconnectés que ça. Ils mesurent l'énergie aussi, mais différemment et pas avec le même niveau de conscience. Oui, ça j'aime clair. Oui, et parce qu'il y a par exemple des églises style Chartres, que j'adore, Notre-Dame, etc., qui sont des anciens lieux païens qui ont été récupérés par la religion. Oui, alors il faut savoir qu'au départ, c'est la Terre qui décide tout. Il y a des lignes telluriques, comme tu dis, il y a des rivières souterraines, etc. Ensuite, il y a des Celtes. Le Mont Saint-Michel a démarré avec 2 menhirs, avec 2 rochers. Et parce qu'après, ça a été développé. Donc après, il y a la religion qui arrive. Les Romains ont fait des chapelles romaines. Et après, on a construit des cathédrales. L'exemple de Chartres. Et souvent dans la crypte, donc en bas de la cathédrale, l'énergie est très forte. Parce que dans la crypte, de temps en temps, il y a des eaux sacrées, des rivières souterraines. Et en fait, toute l'énergie part de la crypte. Mais ça vient de la Terre. Il faut bien comprendre que la Terre génère l'énergie et après, l'homme récupère à travers les Romains, à travers la religion. D'accord. Donc, c'est pas la religion qui crée l'énergie, soyons clairs, c'est la Terre. C'est notre mère, la Terre. Notre mère Terre, elle est toujours là, heureusement. Ouais. Alors, je vais voir s'il y a déjà des questions. Quelqu'un qui demandait comment s'appelait la fontaine que tu parlais tout à l'heure. Fontaine de Barenton, à Brocéliande. C'est marqué sur les cartes, c'est assez connu. Ok. Alors, je continue avec mes questions. J'avais des questions ici. Quelques questions pour toi. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'activation de ces lieux. Comment on peut faire pour activer des lieux sacrés? Oui, y a aussi, autre chose que par rapport à ça, est-ce qu'on peut aussi activer son foyer comme un lieu sacré? Son foyer, là où tu habites, le domicile? Ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai fait avec un menhir. Alors, je fais un résumé parce que je ne vais pas rentrer dans la technique. Ouais. D'abord, le propriétaire du lieu choisit le menhir. Moi, un menhir, c'est petit, il fait 60 cm de haut. Ok, c'est pas le truc de Non, non. Mais peu importe, c'est pas lié à la taille, c'est lié à la précision. Okay. Et sur le lieu… C'est une aiguille d'acupuncture. Voilà, c'est un point d'acupuncture. Il y avait un lieu particulier où le menhir était en résonance. On l'a posé là, on l'a orienté, parce qu'il faut que le nord du menhir corresponde au nord du lieu. Donc, on l'oriente. Et la pose du menhir, c'est au millimètre près. Au millimètre près. Et c'est ça qui fait toute la puissance du menhir. Donc, moi, je l'ai posé, donc je l'ai réactivé, et je suis en connexion avec lui, et je peux monter et descendre l'énergie. C'est comme si c'était un outil qui était à ma disposition sur le lieu,
mais ça résonne sur ça rayonne sur une sphère de 200 mètres à peu près. Hein. Wow. Donc, j'ai béni ce lieu de cette manière-là. Alors après, quand vous arrivez sur un lieu sacré, souvent, il y a des gardiens qui sont là, des gardiens sur des plans invisibles, de différents niveaux, même peut-être plusieurs gardiens. Donc, avant de faire une cérémonie ou d'activer le lieu, il faut demander l'autorisation au gardien. De temps en temps, ils refusent. Ils refusent parce que souvent, quand j'ai des groupes, le groupe, il n'est pas en harmonie et en conscience avec le lieu. Parce qu'on parle de choses et d'autres, dans le passé, dans le futur, mais on n'est pas dans l'instant présent. Et souvent, il faut réaligner le groupe dans l'instant présent pour faire une harmonisation de lieu et rentrer dans le lieu. Donc, l'histoire du gardien, c'est très important. Une fois que le gardien a donné son autorisation, alors il y a des gens qui sont un peu voyants. Moi, je ne suis pas voyant, mais on peut recevoir des messages du style il faut se mettre là, il faut faire peut-être un petit rituel, etc. Ça arrive de temps en temps. Peu importe, souvent, on fait des invocations pour remercier la terre, le lieu, les gardiens. On peut utiliser des pratiques chamaniques avec la danse, le chant, le tambour. Le tambour, ça permet aussi d'activer un lieu. On peut prononcer des mantras sous forme de méditation. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est le lever du soleil. C'est-à-dire qu'au lever du soleil, le premier rayon qui arrive sur le site, c'est un rayon sacré. Donc, si le groupe est là pour accueillir le rayon, et dans la technique Inca au Pérou, le premier rayon frappe le cœur. Et on fait une reliance consciente entre le soleil et le cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres solaires, nous sommes passés par le soleil et nous nous rappelons à la mémoire du soleil. Et ça, les Mayas, les Incas, ils l'avaient, et d'autres traditions aussi. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'accueille cette énergie solaire dans le cœur, moi et tout le groupe, et à partir de là, on peut faire quelque chose de merveilleux. Souvent, on est tout seul sur le site, et l'énergie du site monte naturellement. Alors, il y a aussi des techniques basées sur la Merkaba. La Merkaba, c'est le véhicule de lumière qu'on a autour de nous, qu'on active. La double étoile. Double étoile, voilà, imbriquée l'une dans l'autre. Et lorsqu'on l'active, effectivement, il y a une résonance par rapport au lieu. Et depuis 2 ans, je fais ce genre de pratique et je m'aperçois que le lieu monte en énergie très rapidement, surtout si le groupe est en cohérence. Et une fois qu'on a fait tout ça, il est suggéré de refermer le lieu. De refermer le lieu parce qu'on a fait monter le lieu, donc on va le refermer. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être des touristes qui vont venir, sauf si le gardien des lieux nous dit, et ça arrive de temps en temps maintenant, de laisser le lieu ouvert parce qu'il y a des personnes derrière nous qui vont en bénéficier sans le savoir. Généralement, dans les dernières années, en géobiologie, on dit qu'il fallait refermer les lieux. Maintenant, dans des cas particuliers, on laisse les lieux ouverts pour la suite et pour que les personnes puissent bénéficier de l'énergie. Voilà. Alors tout ça, c'est le gardien qui va décider si on laisse ouvert ou si on ferme. Y d'ailleurs, il y a une question on dit comment, des auditeurs qui te demandent est-ce qu'on peut bénéficier de l'énergie d'un lieu en étant tout simplement là. Oui, il y a des gens voilà, qui me disent souvent je rencontre un arbre, je suis bien, je m'assois et je médite. Voilà. Parce que la personne est bien avec le lieu, elle ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'elle ne voit rien et puis elle ne connaît pas. Mais il y a des gens qui sont sensibles à ça, ou à côté d'une cascade. La cascade génère des ions négatifs et souvent on est très bien à côté d'une cascade. Donc là aussi, avec, j'irai, notre ressenti sur l'instant présent, on peut très bien s'asseoir sans connaître le lieu. On dit, voilà, je suis bien et je me ressource. C'est tout à fait vrai. Est-ce que le lieu va travailler sur nous quelque part? T'imagines qu'il va nous libérer de quelque chose, peut nous libérer de quelque chose, peut changer quelque chose en nous, etc. Ça peut arriver. Donc là, simplement émettre une intention de guérison par rapport à soi. Même si on ne voit rien, ce n'est pas grave. Il y a peu des aides de la nature qui sont là. Il peut y avoir des plans angéliques, il peut y avoir plein de choses. Et du coup, il peut y avoir des beaux cadeaux. Et c'est bien de donner une intention. Voilà, j'ai l'intention de guérir sur tel ou tel plan. Et après, voilà, j'accueille ce qui vient. Il peut y avoir des très belles choses. Je sais que moi, par exemple, il y a un lieu à laquelle je suis très connectée, c'est Chartres, mais ce n'est pas du tout religieux. Et moi, une amie, on allait et on se cachait derrière l'hôtel, on s'asseyait là, on ne voyait pas.
Je ouais, pouvais passer des heures et je sentais voilà, toute une énergie que parfois c'était presque trop, quoi. ouais, Tellement c'était puissant. ouais, tout à fait. Après, il faut laisser le naturel faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des protocoles très précis. Souvent, ce sont des gens qui sont géobiologues, qui sont dans la science de l'énergie. Donc, ils disent à Chartres, il faut passer là, il faut Ouais, ouvrir une porte, il faut repasser là. Parce qu'en fait, il y a tout un protocole alchimique à Chartres qui est un peu compliqué, mais si on ne le connaît pas, bon, c'est pas grave. On suit son intuition, on se pose quelque part et on est bien et c'est OK aussi. Il ne faut pas s'enfermer dans des protocoles. Après, il y a des gens qui sont vraiment spécialistes de l'énergie, donc ça permet de faire monter l'énergie un peu plus haut, c'est sûr. Mhm. Alors, il y a Frédéric qui demande comment savoir si notre présence est bienvenue dans un lieu sacré. Alors, la première chose, c'est de porter sa conscience non pas sur la tête, mais sur le cœur. C'est-à-dire descendre sa conscience sur le cœur et écouter le lieu avec le cœur. On est bien, on n'est pas bien. Si on sent un petit malaise, un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer de place ou faire autre chose. Si on est bien, vous pouvez très bien poser des questions au gardien des lieux et vous allez sentir une énergie qui vous arrive dans le cœur et ça va être OK. Donc la lecture, c'est avec le cœur et non pas la tête. Il ne faut pas s'imaginer des choses, il faut être dans le ressenti. Donc là, il peut y avoir un dialogue intéressant de cœur à cœur. Ok, il y a quelqu'un qui demande, imagine, Mélanie, comment ouvrir l'intuition? Avec le cœur. Tout se fait avec le cœur. Quand vous vous posez des questions, c'est que c'est le plan mental qui va raisonner, c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, c'est faux, etc. Il faut vraiment lâcher tout ça pour arriver dans le cœur. Une fois que vous êtes dans le cœur, les choses se font naturellement. Et le cœur est la respiration. Si vous arrivez à respirer de manière fluide, c'est que le lieu vous accompagne. S'il y a une oppression, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Merci Philippe. Alors, et comment passer cette initiation dans un lieu sacré? Alors voilà, la plupart des gens font des initiations. Alors moi, je le fais parce que j'accompagne des groupes et du coup, j'accompagne le groupe en conscience. Donc, je passe beaucoup de temps pour l'harmonie du groupe. Une fois qu'on est en harmonie, on peut faire des initiations. Alors, je vous donne quelques exemples. À Philae, dans le temple de Philae, donc en Égypte, qui est dédié à Isis, on a pratiqué, mais on était nombreux à l'époque. On était avec Daniel Moreau, on était plus d'une centaine, je crois. On a pratiqué le rituel d'origine d'Isis dans le féminin sacré. Il était 6 heures du matin, donc avant donc l'arrivée des touristes, et ça a été vraiment magnifique. Donc là, le lieu a été consacré à l'énergie d'Isis pour honorer ce féminin sacré. Ensuite, dans la Grande Pyramide, vous savez que dans ce qu'on appelle la chambre du roi, il y a un sarcophage. Alors, ce n'est pas un tombeau, c'est un lieu initiatique. Donc là, les personnes s'allongent à tour de rôle dans le sarcophage pour recevoir l'énergie du lieu, une fois qu'on l'a monté en vibration. Souvent, je mets un mantra dans cette pièce, et de façon à vivre intensément dans le sarcophage. Donc, on passe à tour de rôle. Ensuite, Stonehenge, que je connais très bien, je le fais depuis 10 ans. On a la chance d'avoir Stonehenge en privé à 5h20 du matin au lever du soleil. Donc, on arrive avec le groupe, il n'y a que notre groupe. Et la chance qu'on a en plus, c'est qu'à Stonehenge, quand vous êtes touriste, vous ne pouvez faire que le tour des pierres sur le sentier qui est bétonné, avec des haut-parleurs dans les oreilles, et vous n'avez pas le droit d'aller au centre des mégalithes. C'est strictement interdit. Et là, à 5h20 du matin, vous pouvez aller dans les mégalithes. Alors bien sûr, il y a un garde qui est là, qui vous surveille. Donc dès l'instant où vous ne touchez pas les mégalithes, il n'y a aucune difficulté. Et là, on est quasiment chez nous, dans les mégalithes de Stonehenge. Et on voit le lever du soleil à travers les pierres. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et c'est tout l'avantage de ces voyages où on peut réserver en privé certains sites. Machu Picchu, oui, tu avais une question peut-être? Fini, je pensais que tu avais fini. Oui, j'ai encore 3 points. Machu Picchu, quand je le fais, on ne peut pas réserver en privé parce que c'est pas autorisé. Je le fais 2 fois. La première fois, j'y vais à 15h de l'après-midi. Il y a 2500 personnes sur le site. Ça parle beaucoup, il y a des guides, il faut faire la queue. C'est pénible pour moi. Par contre, les gens, ils ont besoin de savoir les aliments de pierre, pourquoi c'est construit comme ça, patati patata. Donc, on explique tout le lieu. Et le lendemain matin, donc je reviens sur le site à l'ouverture du site à 7h du matin et je suis dans les premiers pour passer. Je vais dans un lieu particulier, on est tout seul
Et là, on fait une cérémonie au lever du soleil, dans les Andes. Quelque chose de magnifique. Et là, je fais tout en silence. Je dis, vous avez eu, je dirais, l'approche mentale la veille, et après, vous êtes dans le ressenti du cœur pour faire cette cérémonie. Donc, vous voyez que de temps en temps, c'est intéressant de réserver le même lieu 2 fois, une fois sur le plan mental et une fois pour faire quelque chose très tôt le matin, où on est absolument tout seul. Encore 2 choses. Caliswell en Angleterre, c'est intéressant. Glastonbury, c'est le lieu où le maître Yeshua est venu pour démarrer le christianisme là-bas. Et à Glastonbury, il y a un jardin qui s'appelle Caliswell, dans lequel... Je le connais. Tu sais que cet endroit, oui. À chaque fois que je me connecte dans une méditation, que te dit va dans un jardin, etc., oui. C'est là où je vais, tellement ça m'a impacté cet endroit. Voilà. Alors, Caliswell, je le réserve en privé de 8h à 10h du matin, puisque ça ouvre à 10h pour les touristes. Donc, on est tout seul. Là, je fais un rituel par rapport au baptême. Tu as vu qu'il y a une... La Vesica Piscis. Voilà. Et au-dessus, il y a un petit bassin où il y a un petit peu d'eau. Et là, je fais donc une cérémonie liée au baptême. Nous avons mesuré l'eau de Caliswell. C'est l'eau la plus énergétique de la planète. Wow. C'est-à-dire que vous avez une vibration quasiment christique. La source, donc, elle débite été comme hiver de manière constante, et elle est vraiment sacrée. Donc, ce lieu, il est magique, comme tu dis, pour faire des méditations. Le jardin est magnifique avec les fleurs. Il y a 2 ifs qui sont là, donc tout est magnifique. Mais là, je m'autorise aussi à réserver en privé à partir de 8h du matin pour faire cette cérémonie de baptême. Et puis, dernier point que je vais mentionner, je me suis spécialisé sur le noir. J'ai travaillé dans les grottes, des anciennes grottes de Qatar dans les Pyrénées, et j'ai accompagné des petits groupes de 5 à 6 personnes pour vivre le noir. Donc, on rentrait dans la grotte, on s'installait, et ensuite on passait 30 heures dans le noir et en silence. 30 heures. Et ça, c'est vraiment une retraite, c'est une quête de vision absolument incroyable. Et là, c'est la seule manière de se déconnecter par rapport au temps. Si vous faites ça dehors, vous avez toujours le référentiel par rapport à la lune, au soleil, et ainsi. Là, dans le noir, vous ouvrez les yeux, vous ne voyez absolument rien pendant 30 heures et c'est magnifique. La glande pinéale, elle se développe avec génération de mélatonine, donc on entre dans des états modifiés de conscience. Et ensuite, on ressort de la grotte tranquillement, on met 2 heures pour sortir. Et dans le tunnel, on voit la lumière arriver et on entend le chant des oiseaux. C'est une expérience fabuleuse que j'ai fait pendant 6 ans. Là, j'ai arrêté parce que j'habite plus à côté. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a pour moi, c'est un lieu sacré, c'est rentrer dans la matrice de la Terre pour vivre avec la matrice et dans le noir de la matrice pour renaître à nous-mêmes. Et quelque part, j'ai envie de dire aux gens, vous êtes dans le noir, mais c'est de cette manière que vous éveillez votre corps de lumière. Parce que c'est à partir du noir, et ça c'est une approche, je dirais, initiatique, que vous avez développé la lumière. Alors je l'ai fait pendant plusieurs années dans les grottes. Tu sais qu'il m'est arrivé quelque chose, maintenant que tu parles comme ça, parle de ça. Un jour, j'étais aussi dans un lieu noir. Et j'ai commencé à voir avec la lumière qui sortait de moi. Oui. C'est possible, ça? Oui, c'est juste. Au bout de 10 heures, alors ça dépend des personnes, hein, au bout de 10 heures, vous commencez à voir la grotte sur un plan vibratoire. Vous voyez la paroi qui se trouve à 2 mètres, à 8 mètres de vous, voilà. Et vous pouvez voir des phénomènes lumineux. Pourquoi? Parce que votre glande pinéale commence à travailler et vous voyez sur d'autres plans de conscience. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelques personnes qui voient et ton expérience, Anna, est juste. Ouais. Oui, et en même temps, tu vois, les gens qui ne peuvent pas aller, peut-être faire un voyage, etc., comment on peut se reconnecter à des lieux sacrés? Parce qu'il y a énormément de lieux sacrés, que ce soit déjà la plupart des forêts sont sacrées. En France, il y en a énormément. C'est un paysage qui est très diversifié entre les côtes, entre les forêts, les montagnes, les rivières. Il y a des livres là-dessus. Par exemple, si vous allez en Alsace, il y a un livre qui répertorie tous les lieux sacrés d'Alsace. Vous achetez le livre et vous allez sur les lieux. C'est tout simple, c'est pas la peine de payer cher ou de faire un voyage. Vous y allez, vous prenez votre voiture et ça, vous l'avez partout en France. Donc, autorisez-vous donc à voyager aussi de manière libre en France parce qu'il y a des lieux vraiment magnifiques. Je les connais pas tous, mais je sais qu'en Alsace, il y en a énormément. Et est-ce qu'un lieu sacré peut être, toi, parce qu'il y a énormément de menhirs, énormément de dolmens, etc. en France et partout en Europe, hein, pour ceux qui nous regardent de l'Europe.
Mais est-ce que tous les lieux sont bien connectés? Je ne sais pas, imagine-toi, on dit par exemple que, comment s'appelle ce lieu qui est dans le Finistère, qui a beaucoup d'interférences, je ne sais pas. Karnak, c'est pas Karnak? Karnak, oui. Alors, je connais mal Karnak. Bon, c'est déjà très touristique. Ouais. Pour moi, ça doit être un petit peu pollué. Ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai jamais été attiré pour aller à Karnak, donc je pense qu'il faudrait nettoyer un petit peu le lieu. Il doit être un peu parasité. Par contre, méfiez-vous. Hein. Par exemple, à Brocéliande, il y a ce qu'on appelle le tombeau de Merlin. Alors, tout le monde veut aller voir le tombeau parce qu'il y a une publicité là-dessus. Alors, j'ai mesuré le lieu. C'est un lieu qui est dangereux. Il ne faut pas y aller. C'est ça que j'allais te demander. Le taux vibratoire est très très bas. On est à 3000 unités bovis, donc c'est nocif pour la santé. Ça te prend l'énergie. Et il y a plus que ça, c'est qu'il y a des gens qui font des rituels très négatifs. Ça a été confirmé par la gendarmerie et puis par des habitants. Donc là, méfiez-vous. Il y a des gens qui veulent y aller par curiosité. Moi, je n'y vais jamais. Ça peut être dangereux parce que vous pouvez récupérer des entités et vous pouvez donc même tomber malade parce que le lieu est très bas en énergie. Donc, et comment savoir si le lieu il est… Ben, voilà, c'est pour ça, moi j'en parle dans mes groupes, de temps en temps je dis on va pas là, on va plutôt par là pour telle ou telle raison. Alors après, si vous y allez tout seul, ben voilà, renseignez-vous et puis essayez d'y aller un peu en conscience. Mais de toute façon, quand vous allez sur le lieu, vous n'avez pas envie d'y rester, hein. On n'est pas bien. Hein. Souvent les gens ils prennent une photo, ils repartent, on n'est pas bien. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des endroits qui nous, comment dire, qui résonnent avec nous plus que d'autres, malgré que c'est pas qu'ils sont négatifs, sinon que je peux avoir une attirance ou une espèce de rejet pour un lieu, parce que c'est moi. Oui, alors ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont être attirés par l'énergie de l'eau, d'autres par l'énergie d'un arbre. Donc, on a chacun, je dirais, une résonance particulière. Allez là où vous êtes bien. Si vous êtes bien dans des églises, c'est bien. Il y a des églises qui sont très polluées aussi, donc il ne faut pas y aller. Bon, bah, à vous de voir. Il faut y aller de manière naturelle et vous sentir bien. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que ce n'est pas pour vous. Écoute, il y a deux questions avec la mienne. Est-ce que tu vas faire à nouveau des retraites dans le Nord? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qui est intéressé, et moi aussi. Et je connais une autre personne qui m'a demandé l'autre jour pour une retraite dans le Noir. Donc, est-ce que tu vas refaire à nouveau? Pour le Noir? Oui. J'ai beaucoup de demandes là-dessus. J'ai arrêté parce que je n'habite plus à côté. C'était beaucoup plus simple pour moi de faire ça parce que je faisais en même temps chambre d'hôte. Et maintenant, je ne peux plus le faire. Donc, j'ai arrêté. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email. J'ai une liste de personnes et peut-être qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de programmé. D'accord. Et ton mail, tu as ton site web? Oui, donc mon site web, c'est www.philippeweber.com et mon email, c'est philippe.weber99@gmail.com. Vous pouvez toujours m'écrire. Je mets une liste de côté. Le jour où je le refais, ben, je vous préviens, mais pour l'instant, il n'y a rien de programmé. Ok, je vois encore des questions. Que pensez-vous de Lourdes? Bon, tu as déjà dit un petit peu, mais est-ce que tu peux… Lourdes, personnellement, je pense que le lieu était bien aligné à l'époque. Il y a eu un miracle. J'adore la grotte, la rivière, tout ça. Mais c'est pollué par la religion. Beaucoup trop de monde et des gens qui sont dans la croyance du miracle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans la tête, disent « je vais avoir un miracle ». Ça, c'est pas bon parce qu'on a une approche mentale et du coup, c'est très, très lourd et c'est plombé. Donc moi, personnellement, je n'aime pas Lourdes, le Lourdes actuel. Mais voilà, à l'origine, ça devait être une très belle expérience. D'accord. Alors, bonsoir, vous avez parlé de l'Alsace. J'habite en Alsace du Nord. Avez-vous des exemples de lieux à donner qui sont les plus intéressants et d'autres que peut-être vous déconseillez? Alors, en parlant d'Alsace, oui, alors il y a beaucoup de lieux sacrés en Alsace, mais aussi c'est un endroit qui était historiquement qui a beaucoup souffert aussi. Hein. Oui, il y a eu des guerres. Alors, c'est vrai que tous les lieux où il y a eu des guerres, c'est lourd. En Alsace, je ne connais pas spécialement. Il y a le mont Saint-Odile qui est assez connu, donc les gens
disent ben, allez-y parce qu'il y a quand même une énergie qui est importante avec le mur païen qui se trouve à côté. Donc ça, c'est un lieu plutôt connu. Après, il y a d'autres lieux. Pour l'instant, je n'ai pas apporté, mon attention sur l'Alsace parce que j'ai pas eu le temps de le développer. Mais allez-y, hein, je sais qu'il y a un livre là que j'ai dans ma bibliothèque qui répertorie tous les lieux de manière précise pour aller à tel endroit et puis même sur le lieu précis. Donc, à vous de découvrir. Alors après, pour les guerres, c'est vrai, même au Mexique, avec les Mayas, il y a eu quand même beaucoup de guerres. Donc, Beaucoup on de retrouve sacrifices aussi. sacrifices. Donc, on retrouve ces lieux où il y a eu des sacrifices. Donc, peut-être, dans un premier temps, c'est bien de pratiquer Ho'oponopono pour le pardon. Le pardon pour avoir peut-être participé dans le temps à ces guerres, hein, allez savoir. Et puis pour transposer sur une autre vibration. Et souvent, il y a des âmes errantes, il faut les aider. Je donne rapidement une expérience, toi, en Angleterre, sur les crop circles. Tu connais, Anna, les crop circles. Une Oui, fois, j'étais dans un crop circle. tu sais que dans une époque, dans une autre vie, je parcourais les lieux sacrés du monde. J'ai arrêté, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et vraiment, j'ai plein des anecdotes, je ne vais pas commencer à les raconter, des Oui. choses qui sont véritables dans ces lieux sacrés. Je m'imagine que tu dois en avoir plein. Oui. Alors, simplement pour t'expliquer par rapport aux guerres. Donc, il y avait un magnifique crop circle qu'on a vu, donc géométrie sacrée, magnifique. Et puis, j'avais une voyante dans le groupe qui m'a dit, Philippe, il faut rester là encore un quart d'heure. Pourquoi? Parce que dans cette vallée-là, il y a eu énormément de morts, notamment des combats avec des chevaux par milliers. Et il y avait encore des âmes errantes. Et elle m'a dit, ces âmes, elles cherchent la lumière et elles vont profiter de l'énergie du groupe et du crop circle pour passer la lumière. Et on a fait un travail pendant un quart d'heure pour faire passer les âmes dans le crop circle et pour les faire monter vers la lumière. Et cette voyante, parce qu'elle voyait très bien, nous disait, mais il y en a des dizaines, et après il y en avait des centaines, des centaines, des centaines. Et on a libéré le lieu, justement, avec le crop circle, qui était donc une empreinte sacrée. Tu vois comment on peut justement aider à ces mémoires lourdes de guerre à travers un lieu sacré. Voilà, ça c'est un très bel exemple. Merci Philippe. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Quel site conseillez-vous en Bretagne? En Bretagne, bon, je connais très Il y en a bien beaucoup, en fait. Brocéliande, le Mont-Saint-Michel. Après, il y a des petits sites, alors je ne sais plus les noms, hein, mais il y a des forêts intéressantes, il y a des rochers intéressants. Euh, Après, il faut tourner un petit peu. Bon, je connais pas tout, hein. Moi, je me suis centré parce que quand je fais un pèlerinage avec un groupe, j'étudie à fond les lieux. Donc, ce que j'ai étudié, c'est Mont-Saint-Michel et puis Brocéliande. Mais je n'ai pas été ailleurs avec d'autres groupes. J'ai été sur un plan personnel où je reste 1 ou 2 heures, mais j'ai pas pu étudier le lieu. Alors, je suis assez sensible pour les lieux sacrés et je suis allée beaucoup en Bretagne. Il y a un endroit que j'adore, mais ça c'est personnel encore, c'est le Mont Dol. C'est un endroit d'une Oui, oui, puissance je bien. incroyable. Tu l'aimes bien aussi? Je le connais bien parce que je l'inclus dans mon parcours Mont-Saint-Michel. Il faut Ah, savoir qu'il y a deux énergies euh, qui s'opposent. Le mondol avec une énergie de type plutôt négative, luciférienne, et puis, le Mont Dol, c'est luciférien. enfin bon, c'est dans l'histoire, dans la légende. Ah, ok. Il y a un rocher qui a été griffé par le diable, je ne sais pas si Ah, tu l'as vu, à gauche de la chapelle, griffé par le diable, et la légende dit qu'il y a eu un combat entre Lucifer et l'archange Michael, et que Michael a gagné. Donc, sur le plan du symbolisme énergétique, il y a simplement quelque chose à comprendre, c'est que le mondol est relié donc à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qu'il y a des polarités positives et négatives entre les deux, et c'est un principe de vie. Voilà. Et le mondol, c'est un lieu très ancien qui était donc honoré par les Romains, et on a découvert des mammouths et des lions. Il y a la carrière en bas du mondol, les archéologues ont découvert des mammouths. Voilà. Donc à l'époque, ben, il y avait la mer et puis il y avait bon, plein de choses. Mais oui, le mondol, je le connais très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais en tout cas, merci Philippe pour nous faire voyager. Tu vois, là, en ce moment, on ne peut pas. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est une façon de voyager aussi avec des Oui, oui. anecdotes, avec des... Alors, ah, connaissez-vous la Californie? Est-ce qu'il y a des lieux sacrés là-bas?
Alors, Californie, je connais un petit peu. J'ai failli faire un voyage au Mont Shasta, qui est un Ah, il y a Mont volcan Shasta. Oui, énorme. il y en a plein des endroits là-bas. Par contre, je n'ai pas fait donc le voyage, mais j'étais sur le point de l'organiser. Donc, pour moi, le numéro un, c'est le Mont Shasta. Ensuite, ben, il y a d'autres lieux, hein. Il y a des forêts d'eucalyptus, il y a plein de choses, des séquoias, etc., très intéressants. Mais je n'ai pas étudié. Mais allez au Mont Shasta en numéro un, pour moi, c'est le lieu le plus important. Mm. Y es que, oui, je t'ai déjà posé la question, mais je voudrais être plus clair parce que je ne suis pas sûre. Est-ce que la nature, est-ce que par exemple les lacs, tous les lacs, ou tous les cascades, ou tous les grands arbres, ou tous les grandes montagnes sont des lieux sacrés? Oui, dans une forêt, il y a des arbres maîtres. L'arbre maître, généralement, c'est un arbre qui est assez important et qui communique avec d'autres arbres. Donc, une fois que vous avez identifié un arbre maître, vous pouvez faire un travail avec lui. Ensuite, les cascades, c'est très intéressant parce que l'eau, donc il y a une dynamique avec l'eau et ça génère des ions négatifs et souvent c'est très très positif une cascade. Les gens souvent s'arrêtent près de la cascade, respirent et ils sont bien. Voilà, donc la cascade est très positive. Les lacs, ben aussi, après, ça dépend des lacs. Le lac Titicaca est absolument exceptionnel en énergie, hein, Je connais. voilà, qui a été, je dirais, mis en avant par les Indiens localement, etc. Après, il y a d'autres lacs, hein, donc à vous de voir. Il y a des petits ou des grands, hein, donc il faut être bien et de temps en temps, il y a des pièces d'eau qui sont isolées et très connectées à la nature et très très belles. Ok, bon, écoutez, ça continue à arriver les questions, mais on va aller vers la fin parce que Oui. est-ce que tu as déjà, bon, tu as donné ton mail, si on veut te contacter, tu as des voyages prévus, etc., rapidement parce qu'on va vers la fin, Philippe? Voilà. Donc avant de terminer, je vous donne mes prochains voyages qui sont programmés de manière quasiment sûre parce que maintenant on a bien sûr reporté les voyages à cause de la crise sanitaire. Le prochain, c'est l'Irlande au mois d'août, terre celtique. Donc là, on va rentrer dans l'enseignement celte et puis des cérémonies celtes qui sont très très belles. Les dauphins, donc nager avec les dauphins, donc en octobre, j'y vais depuis 20 ans. Donc je connais très bien les dauphins dans un lieu sacré aussi où il y a 2 vortex, c'est très très intéressant. Je vais aller à l'île de Pâques pour la première fois en novembre. Donc là aussi, on va contacter l'énergie de la Lémurie. Donc c'est pour novembre. Et puis, je vais refaire la vallée du Nil avec les temples Luxor, Dendera et toute la vallée en décembre. Voilà ce qui est programmé dans l'immédiat. Il y en aura d'autres, bien sûr, par la suite. Donc là, vous pouvez me contacter par mail, je vous réponds. Et puis, si vous êtes intéressé, ben, pourquoi pas. Il y a des voyages donc à l'étranger qui sont bien sûr plus onéreux que les voyages France. Et les parcours France, voilà, je retiens pour l'instant le Mont-Saint-Michel, Brocéliande, Rocamadour et Pays Qatar. Tout ça, c'est sur mon site internet. Donc, J'adore aussi. Bon, merci Philippe et merci à vous tous qui avez été là avec nous. Merci pour nous faire voyager. Merci pour nous faire connecter d'une façon à ces lieux sacrés que je crois que même parfois on peut se connecter depuis chez soi parce que c'est des endroits, c'est des êtres chers quelque part, j'ai l'impression. Tu vois, par exemple, chaque fois que je me connecte à Chalice Well, il y a quelque chose qui se passe au lac Titicaca, Machu Picchu, tous ces endroits-là. Ouais. Mais c'est bien évidemment super puissant de les connaître aussi directement. Donc, si vous le ressentez, Philippe peut vous accompagner. Voilà, avec plaisir. Oui, et attends, rappelle-toi pour le truc du noir, hein, ça m'intéresse. Hein. Alors, je vous dis à demain avec Olivier Marcelo qui va nous parler des architectures invisibles. Vous allez voir, ça va être super intéressant comme aujourd'hui avec Philippe. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, et autre chose, Oui. partagez. C'est très important parce que je suis sûre, moi, j'ai des choses incroyables, des portes interdimensionnelles que j'ai connectées dans ma vie dans des lieux sacrés qui m'ont mené à des rencontres, à des changements, etc. Et parfois, quelqu'un a besoin de cette information. Ah, tiens, j'aimerais aller dans tel endroit. Et c'est parce que vous avez cliqué une fois que ces rencontres se font. Donc, vous pouvez être le canal, comment cette information arrive à une personne. Donc, voilà, partagez, cliquez sur j'aime et aidez-nous à faire beaucoup plus
beaucoup plus virale cette information. À demain et merci Philippe. Ah, merci, Amy, au revoir.